Au nom de Dieu clément et miséricordieux, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Presse TV. Merci de nous rejoindre pour cette édition du débat en ce dimanche 21 août 2016. Sur ce plateau en direct, nous allons nous pencher sur la visite du président du Parlement irakien, Salim Al-Jabouri, à Téhéran. Monsieur Al-Jabouri est arrivé samedi à Téhéran dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Il a eu des entretiens avec les hauts responsables iraniens, dont le président Rouhani, son homologue Ali Larijani, et le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif. D'importantes questions bilatérales et régionales ont été au menu des discussions. En effet, les 2 parties ont discuté de l'élargissement des coopérations politiques et économiques, de l'importance en effet de la diplomatie parlementaire pour la nécessaire cohésion en Irak, de la nécessité d'éviter tout clivage ethnique et confessionnel pour assurer la stabilité gouvernementale et surtout de la lutte contre cette menace commune qu'est le terrorisme et l'extrémisme. La visite du président du Parlement irakien à Téhéran est d'autant plus importante que les troupes irakiennes s'apprêtent sur le terrain à libérer la ville stratégique de Mossoul. Cette visite, dans ce contexte, pourrait en effet ouvrir un nouveau chapitre dans les relations de part et d'autre et donner une nouvelle impulsion à cette coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons discuter de cette évolution importante dans la coopération entre Téhéran et Bagdad. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Le président du Parlement irakien, Salim Al-Jabouri, en visite à Téhéran, a rencontré samedi les hauts responsables iraniens, dont le président Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Au cours de cette rencontre, le président Rouhani s'est réjoui des récentes victoires de l'armée et des forces populaires irakiennes face aux terroristes Daesh et a estimé que l'éradication du terrorisme en Irak serait possible par les efforts des Irakiens pour régler leurs divergences et pour renforcer leur unité nationale au-delà des désaccords d'ordre ethnique ou confessionnel. Comme dans le passé, la République islamique d'Iran restera aux côtés du peuple et du gouvernement irakien jusqu'à leur victoire finale sur le terrorisme, a ajouté le président Rouhani. Hassan Rouhani a critiqué la politique de certains pays de la région qui ont choisi, selon lui, une mauvaise approche par rapport au terrorisme. En effet, la coopération irano-irakienne pour faire face aux terroristes Daesh se place au cœur de l'actualité politique. Soumis à de violentes critiques pour son inaction, Washington ne cesse de réitérer vouloir combattre l'organisation terroriste. Mais personne ne croit à sa bonne foi dans la mesure où les terroristes takfiris qui se prolifèrent au Moyen-Orient depuis le début de la guerre en 2011 contre la Syrie sont des agents de la CIA. Le groupe terroriste est d'ailleurs né pendant l'occupation de l'Irak de 2003 à 2010 avec la bénédiction des puissances occupantes américaines et britanniques. En Syrie, les États-Unis n'ont d'ailleurs lésiné sur aucun moyen pour soutenir financièrement, militairement et de façon logistique les éléments de cette même organisation. Ceci étant dit, les États-Unis ne bénéficient pas de légitimité nécessaire pour s'engager directement en Irak, pays où ils continuent à être traités en puissance occupante. Or, l'Iran ne souffre pas d'une telle réputation. L'Iran jouit même d'une bonne aura auprès de nombreux Irakiens, d'autant qu'il a joué un rôle très important dans les victoires de l'Irak sur les organisations terroristes. Cette approche constructive contraste visiblement avec l'attitude des États-Unis et de certains pays de la région qui ont choisi une mauvaise approche par rapport au terrorisme. Retour au plateau de l'émission du débat à l'antenne de Presse TV depuis Téhéran. Merci de votre fidélité pour cette émission.
Nous sommes en ligne via Skype depuis Toulouse en France avec Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur Dortiguier, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohn-Bendit. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et auditeurs. Je vous remercie infiniment, Monsieur le professeur, d'être en ligne avec nous. Oui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes également en ligne avec Luc Michel, politologue depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment d'avoir accepté, Monsieur Michel, de participer à ce débat. C'est un sujet important et c'est un plaisir toujours d'être sur vos antennes. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Si vous permettez, on va commencer avec Monsieur Dortiguier. Monsieur Dortiguier, la visite du président du Parlement irakien à Téhéran alors a une portée importante, véhicule bien sûr des messages significatifs. Le premier message à retenir, c'est que l'Iran est une puissance régionale incontournable dans la lutte contre le terrorisme en Irak, mais aussi en Syrie. Oui, en effet, c'est ce point essentiel qu'a soutenu et défendu donc, le représentant de l'Irak. Et je crois que ce faisant, ce sont les pièges, disons, et les stratégies des puissances, on dire occidentales, anglo-saxonnes, britanniques et américaines, qui sont un échec. Que ce soit depuis le conflit entre l'Iran et l'Irak très ancien, ou que ce soit, disons, au cours de la guerre, des deux guerres contre l'Irak, l'Iran a toujours été présenté comme, disons, un danger, une forme de... ils disent ici un régime qui déséquilibre, disons, tout accord dans la région. Et également, en Irak, disons, serait un facteur de guerre civile. Voilà, sinon le message que les puissances occidentales, c'est-à-dire derrière les puissances occidentales et sionistes, car c'est toujours l'intérêt de l'État d'Israël qui est recherché et maintenu, veulent, disons, mettre dans la tête des gens, et c'est-à-dire pour intimider même, disons, l'Iran de ce point de vue. Je crois que là, c'est un échec, car cette guerre civile qui a eu lieu en Irak, et qui visait justement à approfondir, disons, les différences et l'inimitié entre l'Irak et l'Iran, qui était une inimitié ancienne et qui avait été, disons, progressivement apaisée. Je crois que cette situation, cette volonté, disons, de nuire, a été mise en échec par la résistance et l'unité difficile à obtenir, mais quand même réalisée sous ce gouvernement irakien. Merci, Monsieur Dortiguier. C'est ça qui est très important. Merci infiniment, Monsieur Dortiguier, pour ces précisions. Monsieur Michel, alors depuis le début de la crise en Irak, l'Iran a toujours insisté en effet sur la stabilité gouvernementale, sur la nécessité de parvenir à une unité ethnique et confessionnelle qui assure bien sûr cette stabilité gouvernementale et la cohésion de l'Irak pour faire face aux défis. Alors, de ce point de vue, comment évaluez-vous, Monsieur Michel, le positionnement de l'Iran envers l'Irak par rapport aux autres pays de la région et même des puissances extra-régionales? Mais écoutez, on est entré dans un nouveau cycle géopolitique. La période qui va de l'entrée des Américains en Irak en 2003 jusqu'à une période récente, elle est caractérisée en fait par la destruction de l'État irakien, la destruction de l'armée et des forces de sécurité, et ensuite par l'attisation des clivages ethniques. L'homme qui est à la manœuvre, qui symbolise tout ça, c'est le super ambassadeur Khalilzad, qui est ambassadeur en Afghanistan et puis à Bagdad précisément. C'est l'homme qui a inventé la notion du croissant chiite et qui prétend faire éclater le monde proche-oriental sur une opposition, on est dans le clash des civilisations, entre chiites et sunnites. L'Iran, face à ça, se tient au contraire dans une politique de soutien à ce qui reste d'État irakien et de reconstruction. L'Irak, évidemment,
s'écharpe de plus en plus de cette fracture. Il faut dire, vous l'avez bien dit dans votre commentaire, c'est que à compter du Tafkiris que nous appelons le djihadisme en Europe, elle est introduite par les Américains et les Britanniques pour briser la résistance nationaliste sunnite. C'est un calcul puisque c'est un peu la vieille histoire du monstre de Frankenstein qui échappe à ses créateurs. Et aujourd'hui, les Américains sont incapables de faire face à Daesh, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Libye, que ce soit en Afrique. L'Iran, à côté de cela, elle est un facteur de stabilisation. Elle est incluse dans ce qu'on appelle cet axe de la résistance, avec un autre État qui, lui, n'est pas tombé dans cette fracture, c'est la Syrie de Bachar el-Assad, avec les forces progressistes, aussi bien chiites chrétiennes au Liban, puisqu'il y a une alliance entre le Hezbollah et le général Aoud, et donc c'est un bloc de forces qui ont décidé de ne pas jouer la guerre civile, de jouer au contraire l'unité populaire face aux menaces extérieures, les menaces extérieures qui sont entretenues, comme vous le dites, par les Américains, par le bloc de l'OTAN et par le bloc de l'Arabie saoudite, du Qatar et de leurs alliés. L'arrivée, ce qui se passe, la visite maintenant du ministre irakien en Iran, elle symbolise l'entrée, à mon sens, dans un nouveau cycle géopolitique qui va être celui d'une lutte efficace contre Daesh en Irak, qui fait pendant à la lutte efficace contre Daesh en Syrie. On va voir, à côté de l'Irak, la Russie et la Chine également s'engager. C'est très important. Merci, comme M. Michel. Fait aux côtés du gouvernement de Damas. Merci infiniment, M. Michel. Monsieur d'Ortiguier, alors, M. Michel a évoqué l'incapacité des États-Unis de faire face, de vouloir combattre sérieusement Daesh en Irak, mais aussi en Syrie. Donc là, comme l'a affirmé le président du Parlement irakien en visite à Téhéran, cette visite, bien sûr, est l'occasion pour les deux pays de consolider leurs relations, mais aussi, en effet, de renforcer cette coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Quelle sera, selon vous, M. d'Ortiguier, la conséquence de cette visite, de ce tournant, de ce nouveau chapitre sur le terrain, alors que les forces irakiennes s'apprêtent à libérer la ville stratégique de Mossoul? Oui, précisément. Je remercie M. Luc Michel du caractère très complet de ses précisions. Et je dirais qu'ici, dans la presse, on veut nous faire entendre que l'armée irakienne est très faible, qu'elle ne progresse que difficilement dans sa reprise de Mossoul, que Daesh est appuyé sur des tribus, disons, a toujours des ressources. Or, en réalité, les ressources de Daesh n'existent que parce qu'ils sont armés et réarmés continuellement par les Américains. Chaque fois qu'il y a en Syrie, par exemple, une offensive réussie des troupes nationales contre eux, nous voyons que Daesh renforce ses positions parce qu'il reçoit du matériel. Parfois, les Américains disent que le matériel est tombé hasardeusement entre leurs mains. En réalité, non. C'est un soutien continu. Et je crois que c'est la conscience que, justement, Daesh est soutenu par des puissances extérieures, que sans elle, il ne serait rien, qu'il y a cette union recherchée, rationnelle, entre l'Iran et l'Irak. Et donc, la perspective d'une reprise en main de l'Irak par lui-même, c'est-à-dire la reconquête de Mossoul, par exemple, est en effet aujourd'hui envisageable. L'armée irakienne, c'est vrai, progresse lentement, mais elle progresse sûrement. Et je dirais que la violence des attentats du mois de juillet, par exemple, dans les quartiers chiites, entre autres, en Irak, n'a fait que renforcer en réalité cette union populaire, alors que ces attentats et toute l'action de Daesh ne visent, parce qu'ils sont ils obéissent à une géopolitique qui leur était commandée, disons, devrait aboutir au contraire à une scission, à un fractionnement du pays. Et vous savez que ce qui menace l'Irak, c'est justement que la région de Mossoul puisse, disons, affirmer une autonomie, laquelle serait justement entre les mains des Américains, en réalité des sionistes. Merci infiniment, M. d'Ortiguier. Monsieur Michel,
Jusqu'à il y a un certain temps, les soutiens occultes apportés par les puissances régionales à l'organisation terroriste Daesh en Syrie, mais aussi en Irak, étaient peut-être un secret de polichinelle. Aujourd'hui, c'est officiel, ce soutien. Alors, comment ces puissances, à leur tête l'Arabie Saoudite, bien entendu, vont-elles réagir à ce nouveau cercle géopolitique dont vous parliez tout à l'heure? Écoutez, la première chose, on ne peut plus douter du soutien de ces puissances au mouvement tafkiriste, parce que moi qui suis la situation en Afrique, le pendant africain Boko Haram de Daesh reçoit le même type d'aide. Ça, c'est une caractéristique. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise les tafkiristes? Ce sont deux grandes choses. La première, c'est un mouvement transnational, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le penser sur base des États actuels pour le combattre. Et la deuxième chose, c'est un mouvement qui a su dégager d'immenses ressources financières, notamment par la vente clandestine du pétrole, ce qui arrange les Américains, puisque c'est ce qui a permis la guerre du prix du baril, qui est une guerre géoéconomique contre la Russie, contre l'Iran, contre le Venezuela. Il faut que l'Irak puisse être inclus dans une guerre transnationale contre les terroristes, qui regroupe l'axe de la résistance et les Irakiens, et qui puisse ensuite, via la Russie et la Chine, déborder sur l'Afrique. C'est une clé où continuellement les organisations terroristes iront de pays voisins à l'abri des frontières de ce pays, se réarmer, se rééquiper. La deuxième chose, c'est la remise sous contrôle de Mossoul par l'État irakien, elle est fondamentale, parce que le Daesh tire principalement, comme je le disais, ses ressources de la vente du pétrole, mais aussi parce qu'il y a un plan américain pour faire éclater ce qu'ils appellent le Grand Moyen-Orient. Ce sont des plans qui remontent à George Bush, au néoconservateur des années 2000-2003. Eh bien, il y a encore actuellement l'administration Obama qui fait le forcing pour que s'établisse un État kurde autonome dans la Syrie du Nord, en lançant les troupes kurdes qui ne combattent plus Daesh, mais qui combattent l'armée arabe syrienne. Et on a le même phénomène avec la région autonome kurde irakienne qui n'a été établie que sous le parapluie américain. Si on arrive à reprendre le contrôle de Mossoul, à la fois on assèche les ressources pétrolières de Daesh et on empêche ce plan de division de l'Irak. On est donc dans un cycle géopolitique aujourd'hui qui est capital. Merci, M. Michel. Et qui a l'avantage, c'est que l'Iran n'est plus seul puisque c'est la politique de la Russie ou de la Chine. Merci encore, M. Michel. Monsieur d'Ortiguier, donc aujourd'hui, il serait profitable aux États-Unis que les terroristes de Daesh maintiennent le contrôle de certaines parties, en effet, de l'Irak, mais aussi de la Syrie, d'autant plus que cette stratégie de division, en effet, s'inscrit dans le cadre de cette politique du chaos constructif des États-Unis dans la région du Moyen-Orient. Oui, bien sûr, en vous entendant parler, je pensais aussi à la formule américaine, maçonnique du reste, de l'ordre à partir du chaos. C'est-à-dire, non pas qu'un ordre doit sortir du chaos pour le maintenir, pour le contrôler, mais que l'ordre doit vivre et survivre à cause d'un chaos continu, à cause d'un chaos minimum, disons. Or, cet esprit de guerre civile, de lutte civile, avec toute une armature internationale que les États-Unis et Israël ont mis du temps à monter, mais qui maintenant est en pleine activité, évidemment, a entraîné aussi une réaction non seulement de l'Irak, non seulement de votre pays, de la Syrie courageuse du président Bachar el-Assad, mais aussi à éveiller l'attention et l'inquiétude de la Chine et de la Russie. Vous savez qu'on a essayé également d'atteindre la Chine en excitant des populations des Ouïghours par exemple. C'est une autre population, on a essayé, disons, d'en faire, disons, une sorte de vivier de recrutement. Également des takfiristes, daïchistes. En fait, tous ces termes-là, takfiristes, daïchistes ou État islamique, sont en réalité du mercenariat américain. Voilà. Ce n'est pas autre chose, c'est quelque chose qui est vraiment mûri, et il faut qu'il y ait une union internationale contre ce plan international. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une union entre États, et nous saluons ici, en Europe, je parle comme Européen ici, disons ce rapprochement, en tout cas cette union, cette alliance
qu'il y a entre aujourd'hui votre pays, l'Iran, et la Russie, par exemple, pour combattre justement les daéchistes, c'est-à-dire les mercenaires, disons, américano-sionistes en Syrie et en Irak. Je crois que, parce que le fait de dire, et je le dis ouvertement comme M. Michel, le fait de dire que les Américains combattent Daesh est une imposture. Non, ils font mine de le combattre, mais ils l'ont créé. Et je ne crois pas même que ce soit une créature qui leur échappe, c'est une créature qu'ils contrôlent, et le jour où ils n'en auront pas besoin, ils l'extermineront. Merci infiniment, M. d'Ortiguier. Alors, une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, donc, dans l'état actuel des rapports de force dans la région, et en l'occurrence en Irak, il y a d'une part les États-Unis et leurs alliés dans la région, l'Arabie saoudite, le Qatar, mais aussi il y a cet axe de la résistance, bien sûr composé de l'Iran, de la Syrie et de l'Irak. Alors, face à cette menace de Daesh, qu'est-ce qui va sortir justement de cette confrontation, Monsieur Michel? Écoutez, ce qui a changé la donne géostratégique, c'est l'engagement de la Russie il y a presque un an maintenant, et maintenant l'engagement de la Chine, puisque la Chine vient d'annoncer l'envoi de troupes au sol aux côtés de l'armée arabe syrienne. Il faut espérer maintenant que cet engagement, il y a des projets russes notamment, et ils sont pendant irakiens. C'est très important parce que la neutralisation des projets américains, évidemment, et des projets saoudiens, de ce que moi j'appelle l'axe Washington-Riyad-Tel Aviv, puisqu'il y a une alliance de facteurs occultes mais réels entre les sionistes et les saoudiens, eh bien, il faut que face à cette menace, il y ait un contrepoids qui soit un contrepoids international. On est véritablement dans un grand tournant. Je pense que ça va se faire parce que les intérêts vitaux à la fois de la Chine et de la Russie sont en cours. Le professeur d'Ortiguer expliquait le rôle des Ouïghours chinois. Une grande partie des forces de Daesh est composée de milliers d'Ouïghours. L'enjeu pour les Chinois, c'est simple, c'est d'empêcher qu'ils gagnent sur le terrain et qu'ils reviennent en Chine, comme l'engagement des Russes, c'est de combattre en Syrie et je l'espère en Irak ces gens, afin qu'ils ne reviennent pas dans le Caucase. L'Amérique, face à cela, évidemment, elle est dans cette fiction. Ce théâtre de la guerre au terrorisme, c'est un théâtre au Proche-Orient, c'est un théâtre en Europe, c'est un théâtre en Afrique. Vous savez qu'en Europe, les gouvernements de l'OTAN prétendent combattre le terrorisme, mais il y a des querelles entre politiciens. En Belgique, par exemple, toutes les semaines, il y a un scandale qui éclate parce qu'un politicien de l'opposition, qui était au pouvoir entre 2010 et 2014, vient expliquer comment on a laissé faire ces gens. Moi-même, à 2 reprises, en 2013-2014, je suis allé à Damas expliquer comment le gouvernement belge laissait faire la structuration des réseaux tafkiristes. À partir de ce moment-là, le prochain gouvernement américain, évidemment, ne va pas combattre, mais va renforcer son aide à ces gens. Et donc, moi, je pense que d'une confrontation plus ouverte va sortir la Merci, paix du Proche-Orient. Luc Michel, politologue depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Je remercie également Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français, d'avoir participé à ce débat. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Presse TV. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.